Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Bonjour à tous, aujourd'hui je ne suis pas avec Vincent Gaucher comme dans les derniers épisodes puisqu'il est en train de se dorer la pilule tranquillement au Québec. Nous sommes le 5 juillet au moment où nous enregistrons et je suis avec Louis Daval pour réaliser cet entretien. Salut à tous. Et nous accueillons aujourd'hui Pauline Lasgouze qui a donc le poste d'assistante communication à l'ENVT. Bonjour Pauline. Bonjour. Et je vais laisser tout de suite Louis nous introduire cet épisode de la plus belle des manières avec sa folie typique. Merci pour l'introduction Philippe. Merci Pauline d'être là. On est très content que tu participes à ce podcast. Plaisir partagé. Et là, on a eu l'idée de proposer en fait une nouvelle rubrique, on va dire, dans le podcast. C'est une interview un peu originale. Donc, tu connais peut-être les interviews Combini. Oui. Et bien là, je te propose de faire une interview pas si Combini. Ok. Alors, tout d'abord, où es-tu né ? À Béziers, dans l'Hérault. Ok. Quel est ton film ou ta série préférée ? Ma série préférée, Game of Thrones. Quel est ton plus beau voyage ? C'est difficile, tous. Tous ? Ouais, tous. T'étais plutôt au fond de la classe ou au premier rang ? Plutôt au milieu. Où étais-tu il y a 10 ans ? J'étais au lycée il y a 10 ans, à Carcassonne. Et est-ce que tu pourrais nous dire où tu seras dans 10 ans ? Où je serai dans 10 ans Oula. Non, franchement, aucune idée. On passe à la suite. Et la suite, c'est... je te propose de me dire ta préférence entre deux propositions. Donc, Pauline ou Popo ? Popo. Mac ou Windows ? Mac. Photoshop ou Illustrator ? Illustrator. Insta ou Facebook ? Insta. Avatar ou Le Seigneur des Anneaux ? Avatar. Top Chef ou Koh-Lanta ? Koh-Lanta. Oh non. Oh si. Roquette ou raclette ? Raclette. Entrée ou dessert ? Entrée. Nantes, Lyon ou Alfort ? Toulouse. Ah, c'est bien. C'était la réponse qu'on attendait. Rouge ou noir ? Rouge. Sortie ciné ou concert ? C'est dur, les deux. Ok. Chien ou chat ? Chat. Ça, c'était plus rapide comme réponse. Plage ou rando ? Plage. Chanson à texte ou électro ? Les deux. Virginie Efira ou Virginie Fernandez ? Virginie Fernandez, bien entendu. Carte postale ou email ? Carte postale. Capot ou Vibi ? VNB. Ok. Ah oui, d'accord. T'as compris ce que c'était Capot ou pas ? Oui, le caporal, c'est ça. J'ai Oh, mis du merde. temps, mais je passe devant tous les jours, mais ouais, non, j'y suis jamais allée encore. Ok. Et VNB, oui ? Oui. Ok. Bah, le capot, tu pourras découvrir, c'est très bien aussi. Avec plaisir. Alors, musée d'Anat ou BU ? BU. Oh. Je peux pas dire le contraire, il y a Louis Daval avec nous, donc Ouais, on y est, donc on va se faire pousser dehors sinon. Vélo ou moto ? moto. Foot ou rugby ? Rugby. Fiction ou documentaire ? Fiction. Et poésie ou polar ? Polar. Donc là, on va peut-être reprendre des éléments que tu as dit à travers cette interview très rapide. On va aller peut-être un peu plus en profondeur dans les réponses et voilà. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est Tu as parlé de Béziers, est-ce que c'est donc ta région d'origine ? Est-ce que tu as vécu autre part aussi avant Toulouse ? Alors, je suis née à Béziers, mais je n'y ai jamais vécu. J'ai grandi en Charente-Maritime, à côté de Rochefort. Et ensuite, je suis redescendue dans le sud. Donc, j'ai vécu à côté de Carcassonne, dans un village qui s'appelle Trèbes, jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, je suis partie pour mes études. Et tu es partie où pour tes études ? Alors, j'ai fait mes 3 premières années d'études à Castres.
Ensuite, je suis partie faire une formation de 6 mois en Belgique, à Bruxelles. Et après, quand je suis revenue, je me suis installée sur Toulouse. Et depuis, j'ai plus jamais quitté Toulouse. Aujourd'hui, tu es assistante communication. Mhm. Est-ce que c'est un métier que tu as envisagé très tôt dans ta vie ? Oui et non. J'envisageais le domaine de la communication, mais c'était précisément la vidéo. Et en fait, c'est au cours de mes études qui ont commencé, on va dire en communication un petit peu générale, où j'ai pu découvrir d'autres domaines de la communication. Et du coup, à partir de là, en fait, je me suis dit que j'allais pas me contenter que de la vidéo et que j'avais envie de faire un petit peu de tout. Pauline, hier, quand on a préparé cet entretien, parce que pour nos auditeurs qui ne le savent pas forcément, on prépare un peu les choses avant de le faire, même si ça ne s'entend pas forcément au moment où vous écoutez le podcast. Tu adores les animaux Oui. à la base, et avant de te diriger vers la com, tu voulais travailler ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? Oui. J'aime les animaux depuis que je suis toute petite. J'ai grandi à la campagne, entourée d'animaux et tout ça. Donc c'est vrai que quand j'étais petite, mon rêve c'était de travailler dans un zoo. Bon, j'avais pas forcément d'idée particulière, mais j'ai toujours voulu travailler avec les animaux. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à concilier cette volonté avec les compétences que j'ai pu acquérir par ma formation. Donc, Et pourquoi t'as pas continué du coup dans cette idée de travailler dans un zoo à la base ? j'ai pas voulu continuer parce que c'est un secteur qui est assez bouché. C'est difficile de travailler là-dedans. Donc c'est vrai que je me suis plus orientée vers un secteur avec un petit peu plus d'emploi. Et du coup, lorsque tu as vu l'annonce de l'ENVT, tu t'es dit ça peut concilier les deux ? Quand j'ai vu l'annonce, j'ai eu des paillettes dans les yeux. Je me suis dit c'est parfait, c'est ce qu'il me faut, c'est fait pour moi. Trop bien. C'est quelque chose que tu n'avais plus forcément imaginé, que tu avais perdu un peu de vue quand tu étais parti dans la com, et là tu es retombé dessus, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Après, je savais que la com, c'est un métier qui permet de travailler dans plein de secteurs. Enfin voilà, c'est pas, on reste pas figé toute notre vie, mais c'est vrai que le secteur animalier, je l'avais pas forcément envisagé. Je m'étais dit que ça serait pas forcément possible, et finalement ça l'est. Donc, je suis contente. Et je veux bien te poser une question qui m'intéresse beaucoup parce que moi-même, avant de travailler à l'école Veto, j'avais pas forcément connaissance de l'enseignement vétérinaire en France. Est-ce que toi, tu savais qu'il y avait 4 écoles en France, des écoles publiques, pas d'écoles privées, en tout cas il y a quelques années? J'avais quelques petites notions parce que j'ai mon frère qui a fait ses études à Oniris, à Nantes, mais côté agro, et qui a rencontré ma belle-sœur qui est vétérinaire et qui a aussi fait ses études à Oniris, Nantes. Donc voilà, j'avais quelques petites notions, mais pas en profondeur. Et tu avais pu visiter Oniris ou... Pas du tout. Non, malheureusement, j'ai jamais pu aller. Donc sur les écoles véto, j'ai vu que Toulouse. Ok. T'as vu l'essentiel. C'est exactement ça. Et du coup, avant le NVT, mais après la fin de tes études, quelles ont été tes expériences professionnelles concrètement? Dans quel secteur tu as travaillé et qu'est-ce que tu faisais? Alors, déjà mes études, j'en ai fait une grosse partie en alternance parce que j'ai fait ma 3e année de licence en agence de com. Ensuite, mon master, je l'ai fait dans un autre campus universitaire. Donc, c'était aussi des écoles, mais c'était différent. C'était des écoles privées. Il y avait une école de commerce, une école d'art. Il y en avait plusieurs. Il y en avait 4. Et ensuite, une fois que j'ai terminé mon master, j'ai fait une année d'auto-entrepreneuriat. C'est tombé pendant la période Covid, donc c'était une période un petit peu compliquée, un petit peu incertaine. Et l'auto-entrepreneuriat, c'était sympa, mais pas fait pour moi. Donc j'ai fait 1 an. Et ensuite, j'ai décidé de reprendre une activité en tant que salariée. En tant qu'auto-entrepreneuse, ce que tu faisais, c'était concrètement, tu prenais des missions auprès d'entreprises, etc. Tu travaillais pour elles, mais à ton propre compte? C'est exactement ça, oui, des missions. Alors, il y avait des missions de graphisme, des missions de création de vidéos. Et en parallèle aussi, je donnais des cours dans l'ancien campus où je travaillais. Je donnais des cours de graphisme, de vidéo, de gestion de projet, ce genre de choses à des lycéens qui venaient pour découvrir les formations. Et voilà, donc c'était une petite initiation au domaine de la communication. Et c'est quelque chose qui t'a plu de donner des cours? Oui, c'était sympa. C'était une expérience
particulière, mais c'était oui, c'était très sympa. Voilà, surtout avec un public de lycéens, parce que c'est vrai que bon voilà, ils sont dans leurs cours qui sont pas forcément toujours ultra intéressants. Enfin, en tout cas, ils sont pas forcément très intéressés par ce qu'ils voient en général, et là, ils découvrent d'autres domaines qui les motivent un peu plus. Donc, c'est vrai que c'était très sympa, oui. Alors après, on va peut-être revenir plus en profondeur sur ton travail d'assistante communication à l'ENVT. Mais là, je rebondis sur l'aspect enseignement. Est-ce que, du coup, là, dans ton travail actuel, tu peux être amené aussi à aider des étudiants ou des enseignants ou des chercheurs, des scientifiques de l'école sur l'aspect communication? Est-ce que tu as déjà montré des outils, par exemple, à la communauté? Alors oui, je pense que dans le domaine de la communication, on est un petit peu toujours, on est toujours amené à expliquer voilà, certains outils et à aider forcément, que ce soit des collègues, des étudiants, s'ils en ont besoin. Voilà. Donc il y a toujours ce côté un petit peu partage de connaissances. Et sinon, ton quotidien, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu es amené à faire lorsque tu arrives le lundi matin à l'ENVT Est-ce que tu as une journée type, quoi? Ouf, alors une journée type, c'est difficile parce que la communication, ça bouge tout le temps. On fait beaucoup de choses différentes. Donc du coup, on n'a jamais des journées qui se ressemblent. C'est ça aussi qui est plaisant, enfin en tout cas pour moi. Mais une journée type, je dirais, un peu de mail forcément. Un peu de réseaux sociaux, beaucoup même, et un petit peu de graphisme aussi. De graphisme un petit peu de site web aussi quand même. Ah, ouais. de graphisme pour servir du coup aux outils de com que vous utilisez dans la journée, sur les réseaux, sur le site, etc. C'est ça, le graphisme en fait ça revient très souvent dans la communication, que ce soit pour le site internet. Bon après là c'est pas trop mon cas, mais pour les réseaux sociaux je m'en sers beaucoup parce qu'il y a des visuels, il y a des photos qu'on peut prendre, il y a des photos qu'on trouve sur des banques d'images, mais il y a aussi des visuels qu'on crée. Donc là, ça me sert beaucoup. Et après, il y a toute la partie aussi communication interne pour, par exemple, tous les événements qu'on organise sur le campus. Et une partie communication externe aussi, par exemple aux cliniques, pour prévenir qu'il y a l'ouverture d'un service, ce genre de choses. C'est justement une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est une répartition à peu près équilibrée entre la communication interne et externe au niveau de ton travail, enfin, de votre travail au service communication? Oui, c'est assez équilibré. Il y a les réseaux sociaux, par exemple, disons qu'il y a des réseaux qui sont plus orientés vers un public interne, d'autres plus vers un public externe. Et après, voilà, ça dépend de plein de choses, mais en général, oui, c'est assez équilibré, même sur le site internet et tout ça. Il y a vraiment les deux parties. Et est-ce que vous avez des grandes directives, une espèce de politique d'établissement qui repose, sur lequel votre travail repose, ou vous êtes assez libre et vous avez juste comme boulot de communiquer sur ce qui se fait à l'école, de communiquer, comme tu disais, communication interne-externe? Est-ce qu'il y a des politiques particulières que vous devez mettre en place, ou vous êtes assez libre dans votre manière de travailler? C'est-à-dire des politiques particulières qu'on doit mettre en place. Est-ce qu'il y a des choses que vous devez promouvoir en priorité? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous devez vous concentrer plus que sur d'autres et qui vous sont demandés par la direction? Ou est-ce qu'en gros, c'est vous qui choisissez vos sujets et c'est vous qui travaillez un peu au jour le jour sur ce qui se fait, et ce qui marche et ce qui va se faire à l'école? Alors, on ne parle pas forcément que de ce qui marche. On part du principe qu'il faut communiquer sur plutôt tout ce qui se passe à l'ENVT, parce que tous les domaines sont tous très importants les uns et les autres. Donc c'est vrai qu'il y a le domaine de la recherche, le domaine des cliniques, le domaine de la formation. Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels on communique de manière assez équilibrée, j'espère en tout cas. Et du coup, on est libre, mais après, bien sûr qu'on a une stratégie, entre guillemets, de communication pour répondre à tout ça. Donc, Pauline, tu as dit que tu étais très intéressée par le graphisme. Oui. Donc, du coup, tu as les compétences du coup, pour faire un film, pour faire une affiche, pour travailler sur le site web. Est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels on ne pense pas aussi, sur lesquels tu travailles? Alors le graphisme, c'est assez général. On va dire que une fois qu'on maîtrise les logiciels de graphisme, les logiciels de la suite Adobe, on peut travailler sur un site internet et tout ça. Après moi c'est plus la partie ce qu'on appelle print, donc c'est plutôt
les logos, les cartes de visite, les flyers, les affiches. Alors voilà, ici à l'ENVT, j'ai pas forcément l'occasion de créer des logos, mais par exemple, je travaille souvent sur des affiches ou des flyers pour faire par exemple de la prévention sur les cliniques, voilà, ce genre de mission. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise en particulier quand tu es arrivé à l'école, dans son fonctionnement ou dans la manière de travailler la com à l'école ? Alors, la première surprise qui n'a pas trop de rapport avec la com, c'est la grandeur de l'établissement. Voilà. Donc, c'est juste immense. Et ça, c'est relié quand même un petit peu à la com dans le sens où il faut s'imprégner de tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, c'est très très grand et tout ça. Et donc, il faut vite aller un petit peu sur le terrain pour rencontrer les personnes. Sur la communauté vétérinaire, est-ce qu'il y a une particularité ? La communauté vétérinaire, c'est une communauté, c'est le mot en fait. Donc il faut aussi s'imprégner de tout ça pour arriver à comprendre et tout le jargon aussi vétérinaire qui est pas facile au début quand on arrive et qu'on n'a jamais entendu tout ça. Donc voilà, c'était la petite difficulté. Je suis content parce que c'est la première fois pour un enregistrement de podcast que nous sommes en majorité les non-vétérinaires. Donc on peut dire ce genre de choses. On peut dire ce genre de choses. Derrière la com, il y a énormément de choses, on l'a déjà compris. Ce qui peut nous intéresser aussi, c'est de savoir comment vous arrivez à vous répartir les tâches au service com, puisque actuellement donc vous êtes 3 personnes. Il y a également des jobbies, je crois. Oui, on en a 3. Alors comment vous arrivez du coup à organiser toute cette communication, toutes les tâches très différentes que vous avez à faire ? Alors on s'organise, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des organisations et des réorganisations un petit peu régulièrement parce que forcément c'est un secteur qui bouge pas mal, donc on traite très souvent beaucoup d'urgences, donc on a un planning qui change sans arrêt. On arrive le lundi matin, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire de la semaine, ou en tout cas ce qui est calé ça peut facilement bouger. Donc en général on se fait des points donc à 3 avec Florence et Virginie qui est la responsable communication et donc on fait un point sur toutes les choses en cours, toutes les choses à faire, les urgences et tout ça, et ensuite on se répartit. Alors là on s'est organisé, on a un petit peu chacune nos domaines. Donc Florence est un petit peu plus sur la partie web, site internet. Moi, c'est plutôt la partie réseaux sociaux. Et Virginie, forcément, elle est un petit peu au centre de tout ça et c'est elle qui nous donne les directives. Ensuite, on a nos jobistes qui, en fait, sont en charge de répondre à tous les messages qu'on reçoit. Et on en reçoit énormément sur tous les réseaux sociaux de l'école. Donc, ils répondent à tous les messages. Souvent, c'est des messages qui sont assez techniques. On peut nous poser des questions sur vraiment le domaine vétérinaire pur et dur. Donc là-dessus, ils sont plus à même de répondre parce qu'ils connaissent quand même beaucoup de choses. Et ensuite, ils sont aussi notre lien avec la partie vie étudiante. Parce qu'on n'est pas forcément au cœur de l'action sur la partie vie étudiante. Donc les jobistes nous permettent de nous dire les événements qu'il y a et parfois de nous proposer des postes aussi en rapport avec la vie étudiante. Et quand tu parles de questions techniques, c'est à quel sujet ? C'est par exemple les propriétaires d'animaux qui ont un problème avec leur chien et qui envoient un message à l'école ou... Alors ça arrive, mais on ne peut pas donner de conseils comme ça. On peut pas, déjà on n'est pas vétérinaire et on ne peut pas leur dire il a ça. Donc du coup en général ce qu'on fait c'est qu'on renvoie vers les services concernés. Donc là si on nous demande mon chien a tel problème, on va renvoyer forcément vers le standard des cliniques. En lui disant de prendre rendez-vous. Non, après c'est plutôt par exemple ça arrive souvent avec les posts sur la faune sauvage où c'est souvent des posts très particuliers parce que ça change à chaque fois, c'est des cas qui sont un petit peu compliqués et donc c'est plutôt savoir où l'animal va aller après, ce genre de questions. Je pensais pas du tout quand vous posez des questions à la com de ce type. Alors c'est vrai en réponse aux réseaux sociaux, donc je comprends que il y a un post sur un sujet vétérinaire, donc on vous questionne, mais je pensais pas qu'il y en aurait beaucoup.
et le fait que vous ayez des jobistes, effectivement, ça ressemble un petit peu au fonctionnement qu'on a à la bibliothèque où pour des questions très pointues en médecine vétérinaire, ou même parfois on s'interroge sur le classement d'un ouvrage en rayon, on peut faire appel à nos jobistes, voilà. Parce que l'ouvrage, on va comprendre un peu la thématique, mais par contre, le contenu lui-même, il va être un peu illisible pour nous. Donc voilà, c'est sûr que les jobistes vont nous aider là-dessus. Donc, bien sûr, ils sont essentiels pour ça. Et quand tu dis beaucoup de questions, est-ce que tu as une idée un peu du nombre de questions que vous recevez par jour ou pas ? Alors ça varie au cours de l'année. Il y a des périodes comme celle-là actuellement où ça baisse un petit peu, mais alors j'ai pas les chiffres exacts, je veux pas dire de bêtises, mais honnêtement, par exemple sur Instagram, on peut recevoir peut-être, je sais pas, 30, 40 messages par jour, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et c'est sur Insta que ça bouge le plus ou pas, de manière générale, en termes d'audimat ? Alors c'est pareil, ça dépend. Sur Insta, ça bouge beaucoup. C'est vraiment le réseau étudiant. Donc c'est la communauté de l'ENVT qui est beaucoup sur Insta, qui est très réactive d'ailleurs. Voilà, donc c'est surtout les étudiants vétérinaires qu'on touche avec Instagram. Même les étudiants qui sont déjà un peu jeunes, parce que moi par exemple je suis déjà paumé sur Instagram. Franchement, voilà, c'est vrai. On a lancé le compte Insta des Chroniques du Touche. Oui. C'est vraiment une. Oui. Mais c'est vrai pénible. qu'Insta c'est un réseau un peu plus jeune, donc forcément voilà, c'est les nouvelles générations en tout cas qui arrivent. Non, rien du tout. Mais tous les deux, vous êtes tranquilles là-dessus. Voilà. Mais c'est un réseau qui touche beaucoup les étudiants et encore plus, je pense, les nouveaux étudiants là qui arrivent dans les premières années. Et après, voilà, les autres réseaux, Facebook, c'est plus la communauté vétérinaire. LinkedIn, c'est plus les professionnels. Enfin voilà, donc vraiment, il n'y a pas un réseau qui bouge un peu plus qu'un autre. Ils sont vraiment tous totalement différents. T'as pas cité Twitter. Donc, j'ai pas cité Twitter. C'est peut-être celui-ci qui bouge le moins ou... Twitter, c'est encore autre chose. Twitter, ça permet de toucher un public beaucoup plus large. Par exemple, avec Twitter, il y a aussi des répercussions. Par exemple, France 3 nous contacte pour un sujet parce qu'ils l'ont vu apparaître sur Twitter. D'accord. Par exemple. Très bizarre. Voilà. Okay. Donc mais ils ne le feraient pas sur Instagram, mais ils vont pas suivre le compte Instagram de l'école. Ils le feraient pas forcément sur Instagram. Voilà, c'est vraiment okay. Twitter, ça permet de toucher vraiment un public beaucoup plus large. Et est-ce que tu t'es aperçu depuis que tu travailles dans le domaine de la communication de la disparition d'un réseau social ou d'un outil que tu as appris à utiliser pendant tes études par exemple, mais qui est plus du tout utilisé aujourd'hui ? Alors pour le moment, non. Sur les réseaux, honnêtement, ils fonctionnent tous très bien. C'est pareil, j'ai pas parlé de YouTube. Même YouTube fonctionne très très bien. Hein. On publie pas mal de vidéos sur YouTube. Mais pour le moment, non. Parce que, voilà, je pense que à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de personnes sur Facebook, même si c'est un réseau qui a tendance à vieillir un petit peu. Et il y en a beaucoup des nouveaux sur Insta. Donc voilà, en tout cas, sur ces deux-là, non, il n'y a pas de souci. LinkedIn, ça reste pareil. Et non, là, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, là. Non, mais c'est vrai. Non, c'est moi, c'est ma question qui était relou. Ouais, après, elle a 26 ans, quoi. Elle a pas 55 ans, donc elle a jamais communiqué avec Caramel, par exemple. Tu vois, donc c'est normal que. Tu veux que je parle des connais Caramel, toi, t'en as vu passer des réseaux qui se sont fermés. Ouais. Tu veux que je parle d'MSN? Il y avait MSN, voilà. MSN, c'était les premiers chats très sympathiques pour faire connaissance avec des amis. MSN était déjà mort pendant mes études. Voilà, donc, on est d'accord. Voilà, du coup, moi, c'était pendant le lycée, effectivement. Voilà. En révision du bac, on discutait avec les copains sur MSN. Voilà. Voilà. En 2005. J'étais pas née en 2005. Non, c'est pas vrai. Ça, ouais. C'est ça. Et en termes de temporalité pour ton travail, tu nous dis que vous êtes très régulièrement amené à vous réorganiser et à vous adapter aux actualités, etc. Mais vous êtes en même temps sur des projets qui sont quand même plus sur du long terme. Comment vous conciliez les deux ? Est-ce qu'il y a des projets qui vraiment viennent du tac au tac, vous y bossez, vous y passez la journée parce que vous savez que c'est maintenant qu'il faut le faire et c'est fait et on n'en parle plus ? Et est-ce qu'en parallèle, ça s'articule avec des trucs que vous gérez une fois tous les 6 mois en réunion ? Comment ça marche à ce niveau-là ? Alors il y a des missions, par exemple tout ce qui est analyse des résultats sur les réseaux sociaux. Ça c'est des missions qui sont ponctuelles, enfin qui sont on fait ça une fois par mois. Donc si il y a une semaine où cette mission-là est prévue, si ça rentre dans l'emploi du temps, tant mieux. Si ça rentre pas, on décale un petit peu, on se réorganise, il y a pas de souci. Mais dans tous les cas, on l'a fait. Ensuite les missions, on va dire un peu plus travail de fond.
temps, ça c'est en fonction du reste. Donc comme je disais, en fait, on n'a pas une journée type et on sait qu'on a ça à faire, donc on va faire en sorte d'y travailler un petit peu dans la journée, d'y revenir un petit peu plus tard et voilà. Et on fait que ça, en fait, on switch sans arrêt entre plusieurs projets, entre les urgences, les choses un petit peu moins urgentes, voilà. Et pour compléter la question de Philippe, est-ce qu'il y a des événements dans l'année auxquels vous ne pouvez pas déroger, c'est-à-dire forcément vous allez travailler dessus chaque année? Oui, bien sûr. Il y a un événement très apprécié de la communauté vétérinaire, la remise des diplômes, par exemple. Donc ça, c'est un événement, c'est un gros événement avec une très très grosse organisation. Et du coup, là-dessus, bien sûr, on est obligé d'y travailler toute l'année. Et on est même accompagné par un groupe d'étudiants aussi qui, pareil, ils travaillent toute l'année. Donc voilà, ça c'est le genre de mission où on sait que dans l'année, il faut faire souvent des points et tout ça. Mais c'est pas, c'est pas fixé, quoi. Enfin, c'est pas figé. Voilà, on peut s'organiser en fonction du reste. Oui, c'est pas fixé dans ton planning de la semaine, mais C'est malgré ça. tout, tu sais qu'il y aura des moments à consacrer. On a un rétro-planning, par exemple, pour la remise des diplômes, et donc on sait que pendant le mois de mai, il faut faire ça, pendant le mois de juin, il faut faire ça, etc. etc. Après, on s'organise comme on veut dans le mois, mais on a quand même des échéances et à respecter, bien sûr. Et est-ce qu'il y en a d'autres que la RDD? Est-ce qu'il y en a d'autres que la RDD Peut-être faut... Les événements de convivialité un peu type l'afterwork de Noël ou des choses comme ça, est-ce que vous êtes un peu Après, engagé? c'est pas encore très fixé, mais par contre, là, ce que vous avez fait lundi, tu vois, est-ce que ça, il faut pas en parler? Ou... l'Assemblée générale L'Assemblée générale, c'est pas la com, c'est Sylvie. Ok. En fait, moi, j'ai juste aidé à napper des tables, quoi. L'afterwork de Noël, pas cette année, j'y étais, mais l'année prochaine, j'y serai peut-être pas. Enfin, ça change, en fait, tous les ans, donc c'est pareil, c'est pas forcément la com. Donc, franchement... Le marché aux thèses? Oui, marché aux thèses, journée scientifique, Voilà, en fait. je Il y en a plein. associé. Oui, alors du coup, il y a aussi la journée d'animation scientifique qui revient chaque année et sur laquelle on est en charge d'organiser une partie de l'événement. Et le marché aux thèses aussi, pareil. Est-ce que ça vous arrive, en parlant de thèse, de la part d'un étudiant, par exemple, qui vous demande de communiquer sur sa soutenance de thèse parce qu'il a envie de faire connaître sa thèse, le contenu de sa thèse à la communauté, sachant que, je le rappelle, une thèse, typiquement, et puis juridiquement, une soutenance de thèse est ouverte à tous. Donc, des personnes extérieures pourraient venir à l'école veto rien que pour suivre une thèse. Est-ce que tu as déjà eu à traiter ce genre d'événement? Oui, bien sûr, ça nous est arrivé, ça nous arrive toute l'année et ça nous est arrivé très récemment aussi avec une étudiante qui a soutenu sa thèse et qui a créé des outils, c'était des vidéos ludiques qui expliquent tout ce qui est soins post-opératoires. Donc c'est un outil qui, pour nous sert aussi à communiquer pour les cliniques. Et donc du coup, oui, on a communiqué sur sa soutenance de thèse et on l'a félicité pour ce travail. Et ça nous arrive régulièrement, dès qu'un étudiant a envie de communiquer, il se met en lien avec le service communication et on organise ça. Donc quand un étudiant est très très fier de son travail, il peut juste vous envoyer un petit message et... C'est ça, oui Philippe, tu pourras nous envoyer un message pour ta thèse. Je suis pas Bien répondu. Je suis pas encore du tout fier de mon travail. Pauline, tu as parlé donc du marché aux thèses. Donc là, ça met en relation des étudiants avec un sujet thèse, donc avec leur directeur de thèse aussi potentiellement. Ça me donne envie de te poser la question suivante. Est-ce que pour toi, la communication, elle est aussi utile et utilisée là actuellement pour regrouper les différentes communautés de l'école, c'est-à-dire les scientifiques, les étudiants, les personnels? Est-ce que au final, la com, elle a aussi cet objet-là, ce but de rassembler un peu les populations de notre école? Oui, bien sûr, c'est un des principaux buts aussi de la communication. C'est là, en tout cas pour l'école, c'est de la communication interne. Et donc c'est faire le lien entre toutes les communautés. Et oui, forcément, bien sûr que c'est un très très gros objectif. Oui. C'est pas quelque chose qui est très facile, on s'en rend compte. Les gens... on a des personnes différentes, on a des activités très différentes et on est tous très occupés, on le voit aussi avec ton travail. Les étudiants aussi sont très occupés, les scientifiques. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait imaginer... Un podcast pour parler des gens de l'école. Ah oui, tiens.
Ah ben en fait, oui. Ça serait une super idée, ça. Putain, faut travailler dessus. C'est étonnant que personne n'y ait pensé. Pardon, je t'ai coupé du coup pour ma truc. Non, c'était très très bien. Et à part un podcast, est-ce qu'on pourrait imaginer un événement qui pourrait être porté par la com ou d'autres services, mais pour rassembler, est-ce qu'on pourrait évoquer ici, à travers le podcast, des idées, je ne sais pas. Bien sûr, des idées, de toute façon, il y en a toujours. Après, c'est vrai qu'il y a des événements qui permettent de regrouper. Il y a eu l'afterwork de Noël organisé l'an dernier où tout le monde était convié. Il y a eu la garden party justement il y a quelques jours. Donc oui, bien sûr. La garden party où par exemple les étudiants sont pas conviés, donc on peut en parler de ça si tu veux. Dommage, Pauline. Pardon. T'as marché dans le piège. Mais l'afterwork de Noël, les étudiants étaient conviés et ils étaient nombreux d'ailleurs. Où étais-tu? À Lyon encore? Ouais. Bien sûr. Non, mais bien sûr, il y a des choses qui se font. Après, voilà, des idées, il y en a toujours et c'est bien aussi de les exposer, bien sûr. Mais moi, en parlant de ça, il y a un événement qui a été lancé il y a 3 ans à peu près. Enfin, oui, c'était il y a 3 ans, je crois. Ou il y a 2 ans, je sais plus. Je suis si vieux maintenant, je sais rien. La journée des clubs de l'amicale, c'est un truc qui existe depuis très longtemps, qui se fait à la rentrée. Donc le jeudi après la semaine d'accueil. Et qui avait d'abord vocation à présenter juste les clubs étudiants aux nouveaux adhérents et à adhérer. Et c'était juste des stands avec des gens qui signaient des bouts de papier avec quelques petites présentations, mais voilà. Et après 1 an et demi de Covid, nous on s'était dit à l'amicale que c'était cool d'augmenter un peu ça, d'améliorer ça et de faire quelque chose de plus visuel, plus concret. Donc on l'a transformé en kermesse / festival sur la journée en gros. Et je sais que quand on l'a lancé, moi j'avais vraiment envie qu'on touche le personnel et les enseignants. On n'a pas réussi. Parce qu'on n'a pas réussi à bien communiquer là-dessus. L'année d'après, je ne sais pas trop ce que ça a donné. Et je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler de cet événement. Et si c'est... Enfin, en gros, moi, je profite du podcast là pour dire que c'est un événement où, pour moi, ça vaut le coup justement aussi d'attirer les gens de l'école qui ne sont pas étudiants et étudiantes pour leur montrer ce qu'on fait, quoi. Concrètement, pour leur montrer ce que fait l'amicale, la diversité, pour les attirer aussi dans des clubs parce que c'est censé être ouvert à eux, tout ça, quoi. Bien sûr, mais je pense que ça intéresserait beaucoup de personnel de l'ENVT. Moi, la première, j'en ai entendu parler via les jobistes communication aussi, un petit peu tardivement. Donc c'est aussi pour ça peut-être que il y a eu moins de mobilisation que ce que vous attendiez. Mais je pense que c'est un événement qui pourrait intéresser tout le personnel du campus et avec un travail de communication. Bien sûr que je pense que ça pourrait mobiliser des gens. Ouais. Ouais, donc ça a lieu le jeudi après-midi, c'est ça, Philippe? D'habitude, là, ça fait 3 ans. Après, ça dépend à chaque fois de l'amicale en place. Est-ce que ça va se faire ou pas? C'est toujours quand même compliqué à organiser. Donc, j'imagine qu'en théorie, là, ça aura lieu le jeudi 7 septembre, je suppose. Je sais pas quand a lieu la rentrée, en fait. Mais si la rentrée, c'est le 28 août, c'est ça, ça aura lieu le 7 septembre. Ok. Donc, déjà... confirmé, hein, et puis je sais pas quand ce podcast sortira, mais voilà, dans l'idée, c'est un événement qu'on trouve important et qui a vocation en tout cas à présenter les étudiants sous leur bon jour et pas forcément sous le mauvais jour sous lesquels on peut les voir parfois. Non, bien sûr. Et puis c'est important aussi de savoir ce qui se passe sur le campus pour tout le monde et de voir toute la diversité de tous ces clubs qui existent. Donc oui, bien sûr que c'est très intéressant et j'espère qu'on se mobilisera tous pour y aller. Ouais, il se trouve que j'y ai participé en 2022 puisque j'étais au stand de tennis, club tennis. Ah, c'est vrai. On a essayé de lancer l'an dernier, enfin qu'on a même lancé l'an dernier. En fait, effectivement, on n'était que, je pense, 4 ou 5 membres du personnel, ce qui est très peu par rapport aux 150 qu'on est à peu près, je ne sais plus exactement. En tout cas, on est quand même assez nombreux et voilà, d'être que 4 ou 5, c'était effectivement très faible par rapport au nombre d'étudiants présents. Et on est très bien accueillis par les étudiants, donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait... pousser, on pourrait inviter nos collègues, peut-être même banaliser 1 heure, 2 heures un jeudi après-midi. Je pense que ça peut être très intéressant pour la communauté tout entière de l'école de se retrouver sur un moment comme celui-ci. Ouais. Ouais, je trouve que c'est un peu il y a des barrières entre les communautés de l'école qui s'érodent, je pense, grâce à ce type d'initiative, mais c'est juste qu'il faut du temps, il faut des années pour que ça se fasse, quoi. C'est ça, il faut du temps, il faut la communication, c'est ça aussi, hein, malheureusement, ça peut pas marcher comme ça à tous les coups et dès la première fois, donc c'est un travail de longue haleine des fois et voilà, et là en plus le fait qu'on soit tous un petit peu éloignés parce que le campus est très grand, on n'est pas forcément au courant aussi de tout, donc il y a ça aussi, je pense. Après, c'est sûr que nous, on cherche pas
à être étudiant veto. On a bien deux communautés distinctes. Et voilà, nous, quand on vous voit faire... Ah, Pauline Pourquoi pas hein. Je me fonds dans la masse sans problème. Pauline veut bien se reconvertir et puis participer à l'intégration quand même. de septembre prochain. Non, ça ira, Non ça ira. Non, mais toi, tu parles de ton âge, de la hauteur de ton âge séculaire, quoi. Donc. Exactement. Donc, c'est un peu différent pour moi. Mais toujours est-il que je me rends compte qu'en dehors des moments propres aux étudiants, que des activités comme le tennis, les étudiants sont tout à fait ouverts à ce que il y a du mélange entre les publics de l'école. Il y a même une demande de nous connaître un peu davantage, de pouvoir savoir un peu ce qu'on fait, qui on est. Et c'est un peu, tu as raison Philippe, l'objet aussi de ce podcast est de savoir qu'on a une assistante de communication et qui nous présente son travail. Et ça, c'est toujours enrichissant pour tout le monde. Pauline, tu parlais aussi de travail à long terme, du coup, le fait que la com, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il me semble que dans ce cadre-là, tu es aussi investi dans les réflexions sur le projet d'établissement jusqu'à 2028 et potentiellement la réflexion autour du nouveau cœur d'école à l'horizon 2030. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, bien sûr, mais c'était un souhait pour moi d'en faire partie parce que je pense que c'est important que tout le monde soit représenté dans ce type de projet. Déjà, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le concept très rapidement pour les gens qui nous écoutent ? Pardon, j'ai oublié de le faire en fait. T'es sûr que tu veux pas le faire ? On l'a fait beaucoup travailler là. Hein. Je suis sûr, ouais. C'est clair, ouais, mais je suis pas sûre d'être au courant de tout, moi. C'est pas grave, vas-y, tente. Le projet d'établissement, c'est un projet commun entre toutes les parties de l'ENVT qui permet de fixer des grands objectifs. Voilà, c'est ça. Sur le moyen terme, on va dire, c'est dans les 5 prochaines années. Et voilà, qui pourrait améliorer certains aspects de l'ENVT, du fonctionnement en tout cas de l'ENVT. Voilà, dans le projet d'établissement, on traite évidemment de la formation des étudiants, de la formation continue, des cliniques et également des services supports comme la com, la bibliothèque et également du campus et des espaces et nouveaux bâtiments qui pourraient être modifiés, créés. Voilà. Donc il y a effectivement des réflexions là-dessus. Donc il y a eu des ateliers participatifs pour inviter effectivement les membres de la communauté de l'école de donner leur avis sur tel ou tel point de ce futur projet d'établissement. Donc, c'est-à-dire expliquer si on a envie justement de mettre plus de liens entre la communication et les étudiants, par exemple, mettre fonctionnement différent pour tel ou tel service. Voilà, il y a eu des réflexions collectives et ça, c'est très très bien. Et toi, Pauline, est-ce que tu as juste été consultée au même titre que plein d'autres acteurs dans l'école ou est-ce que tu as joué un rôle particulier dans ce projet ? Non, j'ai pas joué un rôle particulier. Après, c'était important pour moi parce que le sujet de la communication, ça en fait partie. C'est vrai que ça revient souvent en fait, parce que même sans parler du service communication en tant que tel, la communication tout court en fait, c'est important partout. Et donc du coup, oui, c'était un souhait pour moi d'en faire partie et de pouvoir échanger sur les points de vue avec des personnes que j'ai pas forcément l'habitude de croiser aussi dans le campus. Donc c'est vrai que c'était très intéressant. J'avais un truc, merde. Tu le garderas ça. De merde pas. Ouais. J'avais un truc merde. Non. On le mettra en boucle et on fera un jingle. Attends. Ouais, on boit parce que... Moi j'ai la gorge toute sèche, ok ? Tu veux ma gourdasse ? Non. Ma gourdasse. Tu as ma gourdasse ? Ça va pas, espèce de malade. Tu vois, on devrait être plus naturel encore. Il y a des moments où je suis pas assez naturel. Ça me fait chier. Faudrait qu'on soit comme ça là. Tu veux ma gourdasse ? Comme ça là. Tu veux ma gourdasse ? Et il sert à quoi ce bouton ? Ok, retournons au sérieux. On n'est pas là pour rigoler en fait. Dommage. Justement dans ce projet d'établissement, mais bon voilà, c'est un grand nom le mot projet d'établissement, mais concrètement pour l'horizon à moyen long terme de la com, vous êtes un peu au carrefour de plein de choses. Dans les ateliers qu'il y avait là sur, je reviens au projet d'établissement malgré moi, sur par exemple la transition numérique, la transition écologique, le vivre ensemble, c'est des grandes parties on va dire des projets de l'école de demain quoi. Donc là vous êtes un peu au carrefour de tout ça et j'aimerais savoir par exemple au niveau du site internet qui a été refait il y a pas très longtemps.
quelle est votre vision sur l'avenir de ce site et sur comment réussir à le mettre en place au niveau des différentes communautés de l'école, parce que factuellement, on voit qu'il n'y a pas il n'y a pas énormément de visibilité malgré tout le travail qui est fait sur ce site. Et c'est vrai que quand on y va, on se rend compte de tout ce qu'on peut y trouver dans l'intranet, etc. Et malheureusement, on dirait que le site a du mal à trouver son public. Donc déjà, est-ce que tu partages un peu ce constat ? Est-ce que tu peux le dire ou pas légalement ? Et ensuite, comment vous réfléchissez à ça ? Parce que je sais que nous, par exemple, à l'échelle des étudiants, on a eu les mêmes problématiques et ça se pose chaque année chaque année, l'amicale essaye de repenser comment communiquer pour arrêter de passer par Facebook où il y a beaucoup d'informations qui se perdent ou qui sont au mauvais endroit. Et on n'y arrive pas. Et en fait, il y a un énorme pas entre proposer des solutions innovantes et de qualité et réussir à attirer les gens sur ces nouveaux systèmes-là au lieu de les laisser sur là où ils sont finalement le mieux et où ils se sont retrouvés à l'origine. Voilà, ma question était très longue parce que j'ai raconté ma vie, mais en gros, quel est l'avenir du site et comment faire pour que les gens se retrouvent sur un site et sur un outil que vous avez travaillé et réfléchi pour que ce soit le cas ? Alors le site, comment on le voit à l'avenir ? Bon, on pense à des choses forcément, parce que derrière toute la maintenance du site, derrière toutes les mises à jour, tout ce qu'on fait, la création d'actualités, tout ça, il y a aussi de l'analyse de comportement des utilisateurs et tout ça. Et donc forcément, ça nous donne des pistes sur lesquelles travailler. Alors après, c'est pas si simple parce que le NVT c'est quelque chose d'énorme avec encore une fois plusieurs sujets. Donc on ne pourrait pas faire plusieurs sites internet, ça n'aurait aucun intérêt. Donc il faut tout regrouper sur le même et donc il y a toute la partie formation initiale et formation continue, la partie clinique où il y a beaucoup de visites aussi parce que toutes les personnes qui veulent amener leur animal en consultation viennent voir le site d'abord, et toute la partie recherche aussi. Donc c'est vrai que c'est un site qui est très très complet, sur lequel il y a beaucoup d'informations, et donc c'est difficile en fait vraiment de l'orienter vers un public en particulier parce que c'est un site justement qui touche de multiples publics. Donc forcément, il y aura toujours des personnes à qui ça conviendra pas, d'autres à qui ça convient. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez difficile. Mais en tout cas, s'il y a des pistes sur lesquelles on travaille, c'est essayer de le rendre le plus simple possible sans enlever en tout cas de l'information et pour qu'on puisse aller droit au but, quoi. Donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'il touche quand même son public et notamment le public externe, et que c'est plus à l'échelle de la communauté interne qu'il faut réfléchir à son usage, ou pas forcément ? Alors oui et non. Oui, forcément, il y a une partie externe qui est très touchée, mais il y a une partie interne aussi parce que les étudiants, c'est vrai que ils peuvent trouver beaucoup d'informations aussi sur le site. Alors après, une fois qu'on est à l'ENVT, je suis pas sûre qu'on aille tout le temps voir sur le site parce que forcément, les informations, on les a par d'autres moyens. Là, c'est peut-être plus l'intranet. Je sais pas, tu me diras si je me trompe. Mais voilà, en tout cas, pour les futurs étudiants ou pour les étudiants, pour toutes les personnes qui veulent faire de la formation continue aussi, c'est important. Donc c'est de l'externe, mais c'est un petit peu de l'interne aussi. Voilà, ça se mélange un petit peu. Philippe, tu poses la question sur le site internet, mais est-ce que justement, toi, Pauline, experte de la communication, qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, est-ce que finalement les réseaux sociaux n'ont pas pris le pas sur les sites web, et c'est pas à ce niveau-là qu'il faut plus traiter l'information, diffuser toutes les infos plutôt que sur un site web? Est-ce qu'au final, il n'y a pas un outil à privilégier qui est le réseau social? Alors moi, je pense pas. Je pense que justement, ce qui est à privilégier, c'est d'avoir plusieurs outils pour toucher le plus de personnes possible, parce qu'on va pas chercher les mêmes informations sur un site web que sur des réseaux sociaux. Moi, la première, si je veux avoir des informations un petit peu plus directes, si j'ai besoin d'un numéro de téléphone, si j'ai besoin d'une information particulière, mon premier réflexe, ça va être d'aller sur un site internet. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est plus pour voir une communauté, voir un petit peu la vie de l'établissement, ce genre de choses. Donc du coup, je pense que c'est pas les mêmes informations qu'on va chercher, et donc les réseaux sociaux prennent pas le dessus sur les sites internet. Je pense pas. Mais on a quand même cette problématique avec l'intranet où on voit qu'il n'y a pas forcément de très grande visibilité, de nombreuses visites chaque semaine de nos étudiants.
Et voilà, on a tous les deux les mêmes problématiques, c'est-à-dire quand on a un événement à faire connaître auprès de nos étudiants, quand on a besoin aussi de demander l'avis d'un étudiant ou des étudiants sur tel ou tel sujet, parfois on se heurte quand même à un manque de retour, enfin, voilà, un problème de visibilité de notre demande quand on envoie un mail ou quand on met l'information sur Internet. Et on se rend compte quand même que l'usage de Facebook ou d'autres supports comme celui-ci vont toucher plus de monde. Donc c'est là où je m'interroge sur la bonne articulation, voilà, de cette communication. En fait. Est-ce que au final on a besoin d'insister avec certains outils comme l'intranet si on va pas toucher notre public? Alors justement, donc on parlait du public tout à l'heure, de l'invité qui est vraiment très très varié, aussi bien au niveau des métiers que des âges et tout ça. Et en fait, c'est pareil, la question des réseaux sociaux. Oui, c'est sûr qu'on va toucher peut-être beaucoup plus d'étudiants avec les réseaux sociaux. Par exemple, si on veut faire passer une info sur un événement, qu'on la publie sur Insta, on est sûr qu'il y a la moitié des étudiants qui sont au courant, voire même plus. Mais il y a des personnes aussi sur le campus qui n'ont pas les réseaux, de réseaux sociaux. Et donc, du coup, pour ces personnes-là, c'est aussi important de multiplier les outils de communication pour que justement ce soit vraiment fait pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça que on communique aussi de manière avec du print. Donc, on met aussi des affiches à chaque fois qu'il y a des événements. Pareil pour toutes les personnes en fait qui n'ont pas forcément le nez dans les ordinateurs ou sur les réseaux sociaux et tout ça, et qui sont plus sensibles à de l'affichage papier. Donc travailler dans la com, ça ne veut pas non plus dire travailler 100% dans le numérique. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a vraiment la communication digitale et il y a la communication print. Les deux peuvent marcher ensemble, des fois pas du tout, mais non, c'est vraiment, il y a vraiment les deux côtés. Que ce soit la com ou la bibliothèque, on est dans un domaine commun qui est l'information-communication. Et en général, on dit que la communication, c'est le contenant de l'information. Donc, est-ce que tu penses que ton service, en fait, peut finalement en fait transmettre toute l'information qu'il peut y avoir sur l'école, y compris celle qui peut émaner de la bibliothèque. Voilà. Est-ce que finalement ton service a aussi un rôle à jouer vis-à-vis de la documentation et de l'information qui en résulte à la bibliothèque. Voilà, ça c'est un exemple concret que je connais bien, donc c'est pour ça que je te pose la question, mais ça peut être pour d'autres services. Est-ce que finalement la communication a la vocation à transmettre absolument toute l'information ? Oui, bien sûr. Elle a vocation à transmettre toute l'information parce que ça fait le lien entre chaque service. Et donc du coup là-dessus, oui, bien sûr, c'est le but. Après, ce qui est dur, c'est d'avoir toute l'information justement parce que on peut pas être partout. Et donc l'information, on peut pas forcément l'inventer. Donc c'est bien aussi de sensibiliser tout le monde à la communication. Et quand on veut communiquer sur quelque chose, se mettre en lien avec les personnes qui peuvent mettre les outils à disposition, quoi. Donc, mais oui, bien sûr que le service communication est là aussi pour donner toutes les informations. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi, avec la newsletter hebdomadaire, où on recense toutes les informations, en tout cas toutes les informations qui nous sont parvenues une fois par semaine, et on l'envoie à tout le campus. Donc c'est exactement ce principe-là. C'est sûr que l'enjeu et l'envie de pouvoir tout communiquer, je pense qu'il c'est important qu'il soit présent. Après, moi, je vois dans notre métier, on se heurte quand même à un moment donné à une rupture dans la communication, puisqu'on essaye au maximum de présenter tous nos services, d'expliquer que les étudiants vétérinaires, les scientifiques peuvent accéder à des e-books, peuvent accéder à de la presse gratuitement, ils peuvent accéder même à des films gratuitement, une plateforme de vidéo. Mais comment communiquer dessus ? Alors là, on a mis en place des affiches, on a fait une campagne d'affichage là, pour cette fin d'année. Je remercie d'ailleurs les jobistes de la bibliothèque qui ont beaucoup travaillé dessus. Mais malgré tout, on se rend compte en formation et du coup en face à face avec les étudiants que certaines informations ne sont pas passées. Donc la communication n'a pas pu se faire correctement. Donc je pense que, je ne sais pas si ce que je dis mène quelque part, mais je pense que
on a encore un gros travail à faire au niveau communication, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. La communication, on peut la comparer au mail aussi, c'est-à-dire que on en a tout le temps, partout. Dès qu'on fait quelque chose, on a de la communication autour de nous, voilà, sur les téléphones, les ordis, même entre collègues ou entre étudiants, quand on discute, voilà, tout ça c'est de la communication. Et en fait, trop de communication tue la communication aussi, donc c'est sûr que voilà, c'est une balance entre guillemets qu'il faut réfléchir, et il faut voilà, avant de communiquer sur tout, il faut essayer de communiquer bien aussi et de manière pertinente, mais c'est difficile. Ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, je trouve que même en voulant réfléchir et communiquer de manière pertinente, on se heurte en fait au flot d'informations qui ne dépend pas de nous et qui fait que les gens, ils ont juste une certaine quantité une certaine place dans le cerveau qui est disponible, quoi, et qui est complètement accaparée. C'est un peu une jungle, les réseaux sociaux, les informations en permanence, on est assailli par des infos. Moi, je trouve que c'est une vraie pollution intellectuelle permanente, quoi. Et un des objectifs de ce podcast, c'était aussi de reprendre le temps de discuter avec les gens pour de vrai et de pas juste s'arrêter à des trucs. En ce moment, je trouve que du coup, l'information, elle doit devenir de plus en plus, je sais pas comment dire, comme dans Top Chef, même si tu préfères Koh-Lanta, il parle de cuisine laser, tu vois. Il parle de cuisine laser, c'est un truc, c'est carré, c'est nickel. Il n'y a pas un pixel qui dépasse, c'est parfait. On dirait que la com, c'est devenu un peu ça. Il faut faire un truc pertinent. Il y a plein de théories sur comment communiquer parfaitement sur Insta, susciter de l'engagement, etc. Mais du coup, on est devenu je sais pas, moi je trouve qu'on allait tellement loin dans ce système-là qu'on prend plus le temps de vraiment parler et de comprendre ce que les gens ont à dire, pas juste dans l'école, dans le monde, quoi. Et du coup, je trouve que c'est ça pour moi le mur dont tu parles, auquel on se heurte, Louis. C'est juste que actuellement, on est dans un système où si tu veux te tenir à la page en permanence, t'es assailli de trop d'informations pour pouvoir tout gérer. Ce qui, pour moi, questionne, mais c'est pas le sujet du podcast, mais ce qui, pour moi, questionne l'importance de se tenir vraiment à la page ou pas. Est-ce que finalement, c'est si important que ça d'être au courant de tout ce qui se passe? Moi, je suis pas sûr, mais... Non, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure si il était important de communiquer sur absolument tout. On peut avoir cette ambition-là. Après, est-ce qu'on va le réaliser? Je pense qu'il y a vraiment un travail d'organisation de l'information et de la communication. On fait la même chose du coup à la bibliothèque et en fait c'est vraiment une jungle. Et pour reprendre encore la thématique Koh-Lanta, je pense que donc Pauline m'a révélé qu'elle aimerait bien participer à cette émission, et je pense que déjà travailler dans la com, pour moi c'est déjà une aventure, c'est un peu ton Koh-Lanta là déjà, parce qu'il faut que tu te retrouves au milieu de plein de gens différents, les épreuves de confort, je sais pas si tu en as tout le temps, et il va y avoir voilà, beaucoup de public à appréhender, beaucoup d'informations à appréhender, et on l'a dit aussi, les supports vont être différents pour traiter telle ou telle information, donc ça c'est un choix que vous devez faire, et moi je tiens à souligner que votre travail est vraiment pas facile, quoi, donc il faut s'y retrouver gentil, là-dedans. Merci. Oui, c'est sûr. Mais après, c'est aussi ce qu'on aime, en fait. Quand on fait de la communication, en général, c'est un petit peu de toucher à tout, de parler à tout le monde. Enfin, voilà, c'est un petit peu aussi ce côté-là. C'est sûr que, voilà, c'est pas simple, en effet, hein, mais c'est aussi plaisant. Et donc, concrètement, vous travaillez pas avec un chiffre d'affaires ou avec le nombre de cas vus dans le mois, comme les vétos ici, par exemple, mais... tu parlais d'analyse un peu rétrospective de ce que vous faisiez et des audiences que vous avez touchées pendant le mois. Est-ce que ça, vous sentez qu'il y a une progression? Comment ça marche? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que tu peux nous donner un peu tes clés, toi, sur ces analyses-là depuis que tu es arrivé à l'école? Oui, alors en effet, ça marche bien. Il y a tout qui ne cesse d'augmenter, donc ça c'est plutôt positif. Après, ce qui marche le mieux, c'est difficile encore une fois à dire parce que c'est pas une science exacte la communication. Donc ce qui marche le mieux pour toi va pas être ce qui marche le mieux pour Louis, par exemple, et voilà, et pour tout le monde. Donc du coup là-dessus c'est un petit peu compliqué, mais après oui, en effet, on suit quand même l'impact que ça a. Et il y a des choses où on peut voir, par exemple, les communautés de chaque réseau qui grossissent. Du coup, ça prouve que la communication, elle est efficace et que c'est une communication qui plaît en fonction des publics qu'on cible. Et donc voilà, ça, c'est un bon indicateur, par exemple, de notre travail. Mais je veux dire, par exemple, dans le format que vous adoptez, est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, marchent mieux que d'autres? Par exemple, est-ce qu'un format vidéo court, c'est mieux qu'un format vidéo long? Est-ce que juste
les images type carrousel ou les trucs comme ça où vous mettez plusieurs images ensemble sur un post. En fait, qu'est-ce qui marche vraiment? Qu'est-ce qui attire l'œil des gens? Là, je prends juste des conseils pour gérer mieux la page Insta. Alors sur Insta, forcément, sur Insta, ça va être les visuels. Alors la vidéo, beaucoup plus maintenant que les visuels figés. Ça, je pense que TikTok a une grosse influence là-dessus. Mais après, voilà, c'est pareil. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend du message qu'on veut faire passer. Ça dépend du sujet. Ça dépend de vraiment plein de choses. Si c'est une information, une information qu'il faut avoir vite, et ben juste un visuel, ça va suffire avec, pas forcément une vidéo ou ce genre de choses. Par contre, si c'est quelque chose d'un peu plus complexe, ou là, on peut faire des carousels, des vidéos. Ça va dépendre de plein d'éléments en fait. Et après, Pardon, Louis. Non, Ça dépend aussi de la communauté. Il y a des gens qui sont plus réceptifs à des images, d'autres plus à des photos, d'autres plus à des vidéos. Et ça, c'est aussi pareil, c'est un travail de longue haleine où il faut justement analyser en fait les comportements de la communauté pour savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Et il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut tenter des choses. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais au moins, on le sait et ça fait avancer. Et excuse-moi pour tout à l'heure, est-ce que ce choix éditorial, entre guillemets, il est pris par Virginie? Ou est-ce que tu peux aussi décider d'utiliser un outil plus qu'un autre pour communiquer sur telle info? Un outil plus qu'un autre, c'est-à-dire justement, comme tu disais, pour telle information, tu vas choisir plutôt un réseau social ou plutôt le site web ou plutôt... encore un autre média. Est-ce que tu fais aussi ce choix personnel? Oui, alors personnel, je ne sais pas si c'est personnel, mais disons qu'on en discute très souvent là-dessus, parce que justement aussi c'est le but, c'est encore une fois, on travaille ensemble, en équipe, et donc on fait avancer les choses, et on peut échanger sur le sujet. Après, les informations, tu disais telle information sur tel réseau, etc., c'est plus la manière dont on va parler sur un réseau, mais en soi, l'information de base, c'est la même. C'est juste les manières de parler qui sont différentes. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on fait sur de multiples canaux de... Voilà. Et alors, tu parlais de TikTok avant. Oui. C'est quand même un média qui doit avoir encore, je sais pas, le vent en poupe, même s'il y a eu un moment des discussions pour l'interdire en France ou des trucs comme ça. Mais est-ce que vous avez réfléchi à vous y installer ou pas, à créer un compte NVT et à communiquer dessus? Réfléchi, oui, l'idée, on a déjà eu, forcément, on y a déjà pensé, mais après, c'est pas forcément pertinent, voilà. Penser, oui, parce que c'est sûr que c'est un réseau qui est vachement à la mode, mais est-ce que c'est pertinent? Je suis pas sûre. Comment tu juges cette pertinence? C'est par rapport à la catégorie d'audience que vous allez toucher? Oui, par rapport à la catégorie et puis par rapport au message aussi qu'on a envie de passer. TikTok, c'est sûr, c'est beaucoup de vidéos, il n'y a pas que ça, mais je vais pas faire des petites danses à poster sur TikTok au service communication. Donc du coup, c'est vrai que les autres réseaux sont peut-être plus adaptés en tout cas à ce qu'on veut dire. Après, pourquoi pas, ça pourrait être un format aussi, il y a bien sûr, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. On n'a pas beaucoup parlé des animaux au final depuis le début de l'épisode. Est-ce que à l'ENVT, du coup dans ton travail à la com, tu as quand même l'occasion d'aller voir donc les cliniques ou de voir les propriétaires d'animaux, les cliniciens, les étudiants qui s'occupent de chiens, chats ou autres? Est-ce que tu as l'occasion et du coup ça te permet d'égayer ta journée? Alors oui, très souvent. C'est vrai que ça, c'est un très très bon côté aussi. On essaye d'aller le plus possible aux cliniques pour essayer de communiquer sur des cas, pour faire de la prévention, pour tout un tas de choses. Et donc oui, on a souvent l'occasion de voir des animaux, de voir des propriétaires. Et c'est vrai que ça, c'est super plaisant pour moi, quoi. Et est-ce que tu as un animal de compagnie ? Oui, tout à fait. J'ai un chat prénommé Luna. D'accord. Merci Louis pour la dédicace. Je voulais que tu le places, mais je savais pas trop comment. Mais voilà, en fin d'épisode. Pour tous ceux qui voulaient le savoir, elle a un chat qui s'appelle Luna. Voilà. On mettra une photo dans Salut la Luna. Ah oui. T'écoutes. Elle écoutera, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Donc je crois qu'on peut terminer sur Luna. C'est une bonne fin. Merci beaucoup Pauline d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'était très intéressant de te recevoir, on est très heureux.
Donc on va conclure cet épisode en vous disant que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que vous pouvez poster vos messages, liker évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt, salut. À très bientôt. À bientôt.